Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à toutes et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de podcast et je suis trop contente de te retrouver parce qu'aujourd'hui en plus j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée. Alors je suis accompagnée par Elena, c'est une ancienne du coaching éclosion et puis avec Elena on a un petit peu tardé, un petit peu beaucoup même à parler du parcours, mais mieux vaut tard que jamais. Alors Elena, bienvenue à toi. Merci de ton accueil. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on a plein de choses à partager. J'ai l'impression en tout cas. Je te confirme, j'espère. Alors, dis-nous un petit peu, pour celles qui nous écoutent et qui te connaissent pas, partage-nous un petit peu ton parcours. Alors, donc moi je suis Elena, j'ai aujourd'hui 39 ans. J'ai eu un petit bébé très joli, très mignon, il y a tout pile un an, puisqu'il est né le 3 décembre 2023. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2024. Donc voilà, un bébé que j'ai donc eu à 38 ans. Donc pour celles qui écoutent le podcast et qui ont tous ces messages un peu alarmants de oh là là, mais l'horloge biologique ou je ne sais trop quoi. Bon bah voilà, moi j'ai eu mon premier enfant à 38 ans et puis je pense qu'il va très bien, en très bonne santé. Moi, j'ai eu une grossesse de rêve, donc il y a aucune incompatibilité et je trouve qu'au contraire, c'est très chouette de l'avoir quand on est mûr et quand on est bien dans sa peau et dans sa vie. Donc voilà, c'est un bébé qu'on a eu par FIV. Alors après, avec un parcours, je trouve assez rapide en ce qui nous concerne. On a eu de la chance, mais quand même avec un volet émotionnel difficile à vivre pour moi. Ça a été le plus compliqué, je dois avouer. Biologiquement, finalement, j'ai trouvé que c'était pas si difficile que ça. Moi, je me suis sentie très bien accompagnée, très bien entourée. Mais le volet psychologique a été difficile, d'où voilà, j'ai rejoint le coaching qui m'a fait un bien fou parce que on travaille ce volet psychologique et émotionnel que moi j'ai eu ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est là où j'ai ressenti vraiment le plus d'aide. Quand tu dis que en fait justement t'avais c'était compliqué émotionnellement, c'était quoi en fait? Parce que t'avais des pensées qui étaient compliquées, Ouais, qui arriveraient jamais. C'était ça? Je pense qu'il y avait plusieurs choses. De façon générale, moi, je vis très mal l'incertitude. Alors, c'est peut-être assez humain. Hein. Je pense qu'on n'aime pas trop. On aime bien les réponses et on aime un peu moins les points d'interrogation. Et forcément, quand on se lance dans un protocole comme ça, on n'est jamais sûr à 100% ni de l'issue, ni du quand, ni de comment, ni de. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à vivre. Alors, un peu en dents de scie. Hein. J'étais pas au 6e dessous tout le temps, mais il y a eu des moments, des épisodes très douloureux où face à ce point d'interrogation j'étais très angoissée et puis et je pense que peut-être que un travers un peu cognitif de ma part mais qui est certainement classique, j'en sais rien, mais c'est que face à cette incertitude j'essaie de me créer des certitudes, mais qui étaient généralement pas forcément très positives. Donc, je me faisais des scénarios catastrophes dans la tête, et voilà. Donc, j'ai dû me dire un nombre. Enfin, je me suis dit un nombre incalculable de fois, mais de toute façon, ça marchera jamais. Nanani, nanana. Et en fait, ce genre de truc, ça fait du mal, quoi. Ça fait du mal à soi, et ça fait vraiment beaucoup de mal à son entourage aussi. Parce que moi, j'avais la chance d'avoir un compagnon qui y croyait dur comme fer, mais forcément, à m'entendre de ruminer ce genre de truc, c'était franchement pas très agréable pour lui non plus. Donc moi, en tout cas, voilà, j'avoue que le volet psychologique, si on peut appeler ça comme ça a été le plus difficile à gérer. Et donc, et j'avoue que voilà, le coaching et toute l'aide, ton aide et l'aide de la communauté de filles de façon plus générale, ça a été très utile et très bénéfique, très apaisant.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué quand tu as rejoint enfin quand tu m'as écrit pour rejoindre le coaching éclosion, c'est qu'en fait tu me disais, moi j'ai envie, enfin t'avais conscience et tu me disais que le bébé c'était pas le gâteau, hein, c'était la cerise sur le gâteau, et que pendant cette période t'avais envie justement de profiter de ce moment-là pour, j'ai presque envie de dire pour t'épanouir en fait, pour retrouver d'autres sources d'enthousiasme, de plaisir, de vraiment d'épanouissement. C'est quoi Qu'est-ce qui t'amenait à penser ça finalement? T'avais conscience qu'il y avait des choses à faire pour toi? Oui, complètement. Et, et d'ailleurs, je pense que, je sais pas si on parle de planète qui s'aligne pas, j'en sais rien, mais voilà, ce transfert d'embryon qui a fini par fonctionner, je me sentais vraiment beaucoup mieux que les autres fois, même très apaisée, bien dans mes baskets. On revenait de vacances en plus. Je pense que ça, c'était aussi important. Et en fait, c'est rigolo parce que si je regarde en arrière, je peux pas dire que le parcours ait été douloureux. J'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai pas l'impression d'avoir mis ma vie entre parenthèses pendant cette période-là. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Je pense que, alors peut-être parfois, je me forçais à faire les choses que j'aimais, mais j'avais pas du tout envie de me dire, bah voilà, on part dans un protocole PMA et du coup, la vie va tourner autour de ça. J'avais pas du tout envie de tomber dans ce piège, entre guillemets, même si parfois, on tombe dedans sans le vouloir et je veux pas non plus accabler les femmes qui n'arrivent pas à faire autre chose que ça parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de bandes passantes dans notre cerveau. Mais je pense que c'était important pour moi de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et voilà, on avait très envie de ce projet d'enfant, mais c'était pas non plus notre seul projet dans la vie. Pendant cette phase de PMA, bah, on a aussi investi dans l'immobilier en même temps. Moi, j'ai fait plein de voyages. J'ai continué à prendre mes cours de langue. Finalement, rien ne s'est vraiment arrêté. Au contraire, j'ai peut-être mis en place aussi de certaines choses. Je pense que, encore une fois, je vais peut-être parler beaucoup de mon compagnon pendant notre échange, mais ça a quand même été un pilier fondamental. Et lui, il est très partisan de l'instant présent. Mais tu me diras, Mia, toi aussi. Donc, je pense que ça a été aussi un exercice, enfin, un entraînement de revenir à, bon, là, tout de suite maintenant, ben, en fait, on est au chaud. Ok, on n'a pas d'enfant, mais en fait, on a tout le reste hyper enfin qui est très riche. Et puis c'était toi aussi qui nous avait donné l'indication de faire ce bocal de gratitude où tous les jours on mettait des petits mots. Bon, bah, moi j'ai fait sous forme de cahier où tous les jours j'écris des moments de plaisir que j'ai pu vivre dans la journée et franchement je le fais encore. Toujours, tous les jours. Alors parfois je saute, mais je rattrape les jours d'après. Et finalement, bah, à fur et à mesure que le cahier se remplit, tu te rends compte que ta vie, elle est super riche. Et au lieu de focaliser sur ce que tu n'as pas en attendant, bah, l'enfant est pas encore là, donc c'est facile de mettre toute son attention sur l'élément manquant. Bah, finalement, ça te permet de mettre toute ton attention sur ce que tu as déjà et qui est super, quoi. Et ça, bah, je pense que j'ai vraiment essayé, grâce à toi, aussi aux autres filles, parce que je pense qu'il y a le soutien des filles, mon compagnon aussi quand même qui a été un bon coach dans essayer de vivre l'instant présent. Bah voilà, donc je me suis entraînée à ce que mon cerveau il arrête un peu ces scénarios catastrophes à répétition. C'est pas simple, mais bon, c'est une question d'entraînement. Alors ça j'adore parce que on est nombreuses à être passées par là et à se projeter, et en même temps c'est logique parce que c'est un peu le fonctionnement de ton cerveau, tu vois, il se dit qu'en se projetant dans le négatif, si le négatif arrive, t'auras un petit peu moins mal, et en fait c'est pas vrai du tout. C'est juste moi je dis toujours bullshit parce que c'est pas vrai, en fait t'auras pas moins mal. Si tu dois tomber parce que la déception elle est haute, tu vas tomber du 36e étage. Ça va te faire mal, mais j'ai envie de te dire, rassure-toi, tu vas te relever. Même si tu crois que t'en es pas capable, tu vas te relever et tu vas retrouver la force à un moment donné de te relancer ou de faire autre chose, ou peu importe. Mais voilà, il y a un moment où en fait, on se croit tellement pas capable, et en réalité, on est capable de tellement, tellement de choses. Et ça, je trouve que c'est important de le dire aussi, tu vois. Donc oui, ok, ça fait partie du fonctionnement du cerveau de dire, si je me projette, au moins j'aurai moins mal. En tout cas, si je me projette dans le négatif, comme ça, voilà. Récemment, j'avais publié un post aussi sur les réseaux qui disait, en gros,
si tu me dis que t'y crois plus, en gros, c'est pas vrai non plus, parce que la preuve, c'est que tu me suis sur les réseaux, la preuve, c'est, tu vois, et parce qu'en fait, c'est ça aussi, tu sais, moi, j'ai énormément de femmes qui me contactent en me disant, mais Mia, moi, j'y crois plus, j'ai déjà essayé tellement de choses, j'y crois plus. Mais c'est faux. On sait très bien que si elles me suivent, c'est que, si elles m'écoutent, si toi, tu m'écoutes en ce moment, c'est qu'au fond de toi, t'y crois encore au moins un petit peu, quoi. Et heureusement. Et heureusement, on est bien d'accord là-dessus, tu vois, c'est heureusement ça qu'on a qui ces fait. ressources intarissables presque, qui vont et viennent, mais qui, en filigrane, elles sont toujours là. Et moi, ça, je trouve ça super. Alors tu vois, je trouve génial que tu me dises, voilà, moi je fais partie de celles qui n'ont pas forcément mis sa vie entre parenthèses. C'est pas le cas de tout le monde, hein, il y en a, et moi j'en ai fait partie quand même de celles qui ont mis la team, j'ai presque envie de dire inverse, de celles qui se sont arrêtées de respirer en attendant que ça arrive, et c'était compliqué aussi à certains moments de gérer, parce que du coup, rappel à l'instant présent, je n'y étais pas, à l'instant présent, pas du tout. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Évidemment que c'est pas simple parce que t'es constamment en train de te projeter, en train d'imaginer, en train de ci, en train de là, et puis finalement tu passes complètement à côté de ce que tu vis ici et maintenant. Oui, et puis je trouve que ce qui n'est pas simple, c'est que on habite notre corps et que, enfin, c'est pas comme si l'enfant il allait être conçu dans un environnement extérieur à soi. C'est donc finalement on est constamment en train un peu de se regarder. Est-ce que j'ai trop chaud, est-ce que j'ai trop froid, est-ce que je sais pas, enfin de s'observer, d'observer comment où on en est dans notre cycle. Alors du coup, et c'est difficile de faire abstraction de tout ça parce que c'est pas comme si on était, ouais, on habite quand même notre organisme qui est la machine à conception d'enfant, donc on est un peu jugé parti. Enfin, je trouve que c'est pas toujours simple de s'extraire de ces pensées-là puisque bah on a un petit peu mal ici, on a un petit peu mal là, donc c'est aussi le corps qui lui-même nous rappelle au sujet assez fréquemment. Donc oui, et tu vois, à ce niveau-là, il y a un élément aussi important parce que comme tu le dis, on est un peu jugé parti, c'est-à-dire que le corps nous rappelle sans arrêt qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps. Et en fait, ça, c'est un élément auquel on n'est pas du tout habitué. Pourquoi? Parce que souvent, pendant très longtemps, on a pris la contraception. Et donc, tous ces signaux-là, bon, bah, ils étaient mis complètement sur pause. Et donc, en fait, quand on arrive à arrêter la contraception, bah, finalement, on a un corps qui commence à dialoguer. Et du coup, on est surprise et ça nous rappelle constamment les essais bébés, alors qu'en réalité, si on n'avait pas été sous contraception, on aurait peut-être été plus habitué et donc on serait peut-être un petit peu moins alarmiste sur les différents symptômes qu'on peut observer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc c'est un petit peu tout qui arrive en même temps. Il faut à la fois s'habituer à ce corps qui parle, qui s'exprime, et à la fois à ce désir d'enfant qui tarde parfois un petit peu à se concrétiser, savoir interpréter les symptômes qu'on ressent. Et puis tu le sais aussi, les traitements PMA, ça vient exacerber tout ça, hein, ce qu'on peut ressentir et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident à ce niveau-là. Toi. Et puis on interprète. Ah pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, dis-moi. Non, puis on n'interprète jamais très bien non plus. Enfin, moi, je me souviens une anecdote qui est parlante à mes yeux, c'est que le transfert qui a finalement fonctionné, moi, j'étais convaincue qu'il n'avait pas marché parce que un jour, j'avais eu très chaud la nuit, et pour moi, quand j'ai très chaud la nuit et que je transpire la nuit, bah, généralement, j'ai mes règles le lendemain ou le surlendemain. Donc bon, bah voilà, là, j'avais transpiré, c'était foutu, ça n'avait pas marché. Donc c'était la catastrophe. Donc j'ai pleuré toute la journée. Donc c'est bon, bah voilà, il va falloir y retourner. Enfin, et puis en fait, si, ça avait marché. Donc en plus, même notre cerveau, il nous joue des tours à interpréter peut-être un élément ininterprétable, mais on le met à notre sauce et puis on se dit ça a marché ou ça a pas marché. Enfin bref, dans un sens ou dans un autre. Donc je pense que en plus de ça, on n'est même pas médecin nous-mêmes, et même la médecine, je suis même pas sûre qu'elle sache tout interpréter. Donc ça nous joue des tours, tout ça aussi, tu vois. Donc je pense que c'est pas toujours simple d'être sereine quand voilà, ton corps t'envoie des signaux, mais en fait tu sais même pas vraiment le signal, de quoi c'est le signal, mais c'est quand même là. Enfin bref, tout ça un peu ça embrouille souvent, je trouve. C'est tellement vrai. Et puis en même temps, déjà, chaque femme peut avoir des symptômes différents. Et puis en fait, on cherche à interpréter des symptômes qui en réalité ne peuvent pas en être, parce que surtout en plus si on passe par la PMA, en fait ça n'est ni plus ni moins que aussi le reste de traitement qu'on a pu avoir qui nous amène à ressentir telle ou telle chose. Enfin voilà. Et puis même, je vais dire que de manière générale, ressentir des symptômes avant le premier mois de grossesse, c'est quasiment impossible, quoi. C'est vraiment exceptionnel de ressentir des choses avant le premier mois de grossesse. Alors t'imagines, après quelques jours à peine,
Voilà, non. Et ce qui est complètement dingue, c'est que tu peux à la fois être convaincu que ça n'a pas marché cette minute-ci et être convaincu du contraire la seconde d'après parce que t'as eu mal au sein, par exemple, tu vois. Tu dis, ah, ça y est, ça a pris. Enfin, il y a de quoi devenir dingue pendant cette période d'attente. Je te confirme. Et tu rends dingue tout ton entourage. Ah, aussi, ouais. C'est comme ça. J'imagine. Et quand tu dis, voilà, si je devais faire un petit flashback sur cette période avant, finalement, avant la grossesse, cette période d'incertitude, c'était quoi finalement ce qui était le plus compliqué pour toi? Waouh, tu me poses une colle. Je pense que c'est toujours la même chose, c'est de ne pas pouvoir contrôler, ne pas pouvoir être sûr du résultat. Donc ça revient à l'incertitude, mais je pense qu'il y a quand même une part de mystère dans tout ça, et puis je sais pas si de mystique ou voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment les planètes s'alignent et pourquoi il n'y a pas que du pur scientifique, je pense. Hein, il n'y a pas que des ingrédients biologiques et puis et dans ce cas-là, ça marcherait à tous les coups pratiquement. Enfin, donc je pense que, mais à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront là-dedans. C'est ce manque de contrôle des choses où on y va et puis on verra. Et ce on verra, moi j'arrivais pas à vivre avec. J'avais pas envie de me dire on verra. Moi je veux savoir tout de suite maintenant, et avec un côté très ouais, c'est un protocole. Donc un protocole, ça doit avoir un résultat à la fin, et le résultat est forcément, il faut que je sache. Donc ça, je pense que c'était difficile à vivre. C'était essentiellement ça, de m'engager quand même dans quelque chose de lourd. Je l'ai pas vécu comme quelque chose de lourd, mais émotionnellement engageant. Enfin, c'est quand même c'est un sujet existentiel d'avoir un enfant. On peut en avoir, donc il y a une part de sa vie qui est quand même un peu en jeu, même si c'est pas une question de vie ou de mort, mais il y a quand même une partie de sa vie qui est en jeu. Et voilà, moi j'avais fait un choix, genre je voulais on avait fait un choix, on voulait un enfant. On verra c'était très difficile à vivre. Moi, ce que j'avais envie de te demander par rapport à ça, c'est, ok, t'es dans cette période finalement d'incertitude, t'es dans cette période où t'as envie de contrôler, mais en même temps, tu te rends compte que c'est compliqué d'avoir des éléments probants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, en fait, je sens que c'est compliqué, j'ai besoin de me faire accompagner. C'était quoi le déclic pour toi? Moi, j'ai toujours été, je sais pas s'il y a vraiment eu un déclic, parce que j'ai toujours été demander de l'aide quand psychologiquement j'en ai ressenti le besoin. Donc, à une époque de ma vie, j'ai frappé à la porte d'un psychothérapeute parce que j'ai eu besoin d'aide à un moment où j'avais plein de questionnements et j'arrivais pas à... J'étais pas forcément mal, mais je sentais que je gâchais un potentiel de bien-être et que j'avais besoin d'un coup de main extérieur. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et là, pareil, je me suis dit bon, d'un point de vue protocole médical, je pense que j'étais entre de bonnes mains, mais moi, je sentais bien que j'avais besoin d'un coup de main d'ordre, oui, psychologique. Donc, j'ai fait appel. J'ai fait appel à toi. J'ai fait de la sophrologie pendant cette période-là aussi. À cheval entre le soutien psychologique et physiologique, j'ai commencé à faire un peu d'acupuncture aussi. Ça m'a fait du bien. Je refrappais à la porte de ma psy à une ou deux séances ponctuelles, mais justement pour qu'elle m'aide à traiter cet inconfort face à l'incertitude, parce que c'est un peu récurrent chez moi. Hein. Aujourd'hui, l'incertitude, je l'applique sur d'autres sujets. Donc, bref. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir eu un déclic, mais je pense que moi, je trouve que si on a besoin d'aide, il y a des gens qui peuvent nous aider. Ça nous est déjà aussi arrivé d'aller demander de l'aide faire 3 à 4 séances de thérapie de couple parce qu'il y avait un sujet qu'on n'arrivait pas à résoudre ensemble. Donc, je continuerai à appeler à l'aide dans les moments où j'en ressentirai le besoin. Donc là, tu vois, je me sentais vraiment très fragile psychologiquement. Je me suis dit, il y a des gens dans ce métier et qui vont t'aider.
Et ça t'a apporté quoi? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a le coaching éclosion, il y a le travail qu'on fait ensemble, mais t'en as parlé, il y a aussi le groupe de filles. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de rejoindre un groupe de femmes qui traversaient aussi un petit peu ce que tu pouvais traverser, même si on a chacune des parcours différents, mais... C'est quand même important d'avoir un endroit où on peut déverser ses états d'âme et ses questionnements, ses angoisses. Enfin voilà, même encore aujourd'hui, hein, ce groupe il est quand même très précieux. Quand moi ça me fait toujours sourire quand l'une d'entre nous dit ah là là j'ai encore eu une annonce de grossesse, ça me fait mal et est-ce que vous aussi? Bah oui, nous aussi ça nous est tout arrivé et sauf que bah au lieu de ravaler ses larmes parce que on est dans une réunion ou je sais pas quoi ou dans une réunion de famille, bon bah là on les ravale pas et on peut en parler librement et en fait ça fait du bien, ça fait du bien de même si c'est via WhatsApp ou virtuellement, ça fait du bien de sentir quelqu'un qui dit t'es pas toute seule. En fait, c'est ça, on n'est pas toute seule. Et Oui, ça, moi, parce je trouve que que c'est très porteur. tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que récemment on a quelqu'un qui se confie en disant mais tu vois j'ai eu des annonces de grossesse qui étaient super maladroites. Je vais pas les détailler ici mais enfin voilà tu te souviens des Oui, messages. très bien. Et puis il y en a d'autres qui disaient ah oui mais en plus je me sentais coupable parce que j'étais pas capable de me réjouir finalement de l'annonce de grossesse de quelqu'un. Et en fait c'est vrai que c'est hyper précieux de pouvoir déposer ça sans être jugé, sans être parce que tu dis ça à quelqu'un qui l'a pas vécu, il va pas comprendre. Non. Tu vois. Non, et puis quelqu'un qui l'a pas vécu, il y a aussi la maladresse de. Mais on est tous, je pense, maladroits. On connaît certainement tous des gens qui sont malades ou gravement malades et on sait jamais trop comment agir par rapport à eux. Bah, de la même façon, enfin, il y a peut-être aussi des gens qui savent pas agir face à des couples en difficulté de conception. Enfin, moi, je jette la pierre à personne, mais c'est vrai que parfois. Bon, moi, j'avoue que moi, je fais partie de celles qui a très peu parlé de mon parcours médical, mais parce que pour moi, c'était aussi une façon de me protéger, de pas avoir à expliquer quoi que ce soit, de pas créer d'expectatives chez les gens non plus, parce que quand on se lance là-dedans, moi, j'avais pas envie qu'on me dise bon alors ça en est où, enfin non, j'avais pas envie de ce genre d'interrogation, enfin donc la meilleure façon de pas avoir les interrogations, c'était pas d'en parler. Donc aussi, le groupe, il a été d'autant plus précieux pour moi que finalement, j'en avais parlé à presque personne autour de moi, donc c'était un peu mon seul exutoire et en plus je trouve que ce qui fait du bien c'est qu'on se connaît pas vraiment personnellement donc on sait bien que qu'on va pouvoir se confier sans peur du jugement parce que finalement bah il y a pas vraiment de lien d'amitié historique où on n'est pas collègues ou donc il y a rien il y a aucun enjeu quoi et Et finalement, moi, si je regarde autour de moi, toutes les relations humaines que je peux tisser, elles ont toutes un enjeu, presque toutes. Et là, bah, dans le groupe de filles, il n'y en a pas. C'est juste de l'entraide. Et d'être dispo pour l'autre gratuitement, en fait. Et moi, je trouve ça... C'est rare, donc ça fait du bien. Ce qui Oui. est rare et cher, n'est-ce pas donc, Ah, on est bien d'accord, c'est hyper précieux. Mais je te rejoins hein, sur le côté, il y a pas d'enjeu en fait, et presque on peut se montrer en toute vulnérabilité en fait. Exactement. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, c'est qu'on ose dire quand ça va pas, ce qui est pas toujours le cas. Hein. Entre nous, on sait que les fois où ça va pas, bah on essaye quand même de faire comme si ça va, comme si ça allait, parce qu'on est au bureau, parce qu'on a des relations avec des collègues et que ben on n'a pas envie que tout le monde nous demande ce qui se passe. Pareil à la maison, tu disais, tu vois, mon conjoint qui était positif, bah à force de m'entendre rabâcher que ça ne fonctionnerait pas, ben il a perdu un petit peu de sa positivité et c'est vrai que du coup des fois on se retient en se disant bah je vais pas encore venir casser le moral ou tu vois et donc c'est vrai que parfois on essaye d'être forte alors qu'on a juste besoin de déposer des infos, de déposer ce qui va pas, ce qui nous pèse, ce qui est lourd, trop lourd pour nous et c'est vrai que ce groupe permet justement ça sans avoir le moindre jugement parce qu'il y a jamais personne qui dit ah mais tu devrais pas faire ci ou tu devrais plutôt faire ça ou jamais 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 en fait. Les messages qui reviennent, c'est ah oui, je te comprends, moi aussi j'ai pensé ça. Est-ce que tu as essayé de faire ça parce que peut-être que ça pourrait t'aider. Enfin, il y a vraiment un côté très bienveillant en fait sur ce. Absolument. Oui, et puis et ce qui est rigolo aussi, c'est que bon, moi je fais partie des anciennes du groupe maintenant, mais il y a aussi différents profils qui se dessinent et en fonction de notre besoin, on va aller aussi parfois même solliciter telle ou telle fille parce que bah on sait que je sais pas moi elle est médecin par exemple ou elle a tel métier ou elle a eu tel enfin et que
c'est aussi des conseils. Enfin, c'est rigolo, je trouve comment la mécanique du groupe se crée. Il y a le groupe dans sa totalité, puis après il y a des interactions avec des personnes plus ciblées parce que on commence finalement à déceler un peu leur personnalité. On se dit bah tiens, c'est elle qui va m'aider là en ce moment parce que je suis sûre que je sais pas moi, avec son tempérament un peu de guerrière, c'est ce dont j'ai besoin maintenant. Enfin, et ça je trouve ça amusant. Ouais, je trouve ça génial. Il y a vraiment une dynamique, effectivement. Il y a ce côté tempérament, il y a ce côté métier, parce que c'est vrai qu'on a plein de métiers différents et donc parfois ça peut aider aussi de savoir, ok, qu'est-ce que je peux faire, comment, etc. Donc ça aide. Il y a médecin, infirmière, mais pas que. Hein. Il y en a au niveau de l'alimentation. Enfin, il y a plein de profils différents. On a pas mal de personnes qui sont dans la RH. Enfin voilà, on a plein de profils différents. Et je trouve qu'il y a une vraie entraide aussi qui se met en place à ce niveau-là. Et c'est vrai que je trouve que en tout cas, moi, c'est la première fois forcément que je le crée, mais j'ai jamais vu ça ailleurs, en fait. J'ai jamais vu un tel groupe aussi soudé, alors que comme tu le dis, finalement, au départ, on se connaît pas, en fait, tu vois. Et alors moi, ce que je trouve vraiment génial, et ça, je vais vraiment le préciser de façon publique, parce que quand même, toi, t'es maman, ton fils a 1 an, et tu es encore sur le groupe. Tu es présente, tu viens régulièrement pour venir encourager et soutenir les nouvelles. Et ça, enfin, c'est tellement, tellement précieux. Et il y en a plusieurs, parmi les anciennes qui viennent, qui continuent, ou qui ont juste même un petit message. Mais enfin, je trouve ça, mais juste extraordinaire pour les nouvelles, en fait. Mais oui, mais parce que c'est pas et c'est là tout aussi toute la force du message que tu véhicules dès le début. C'est pas, enfin, je sais pas si c'est une fin en soi ou pas une fin en soi, mais c'est pas parce qu'on a un enfant que tout d'un coup, hop, ça y est, hop, ça a tout résolu. Et puis en fait, tout le parcours par lequel on est passé, il s'efface parce que on a enfin atteint le Graal. Ça laisse des traces aussi, tout ça. Donc ça laisse des traces, des bonnes, des moins bonnes. On a été porté par un groupe au moment où on en avait besoin. Je trouve que c'est super de pouvoir être celle aussi qui essaye de tirer peut-être, ou d'encourager ou de donner de l'espoir. Moi, j'ai tellement reçu que si je peux donner un minimum, ça me paraît quand même aussi la moindre des choses. Donc, je trouverais ça hyper ingrat de tout d'un coup dire bon ça y est, moi je suis de l'autre côté de la barrière et bon courage et c'est tout. Enfin non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais ça caractérise bien le groupe, parce que vraiment les anciennes sont présentes. Et je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Et d'ailleurs, moi je trouve que tu as aussi créé, il y a le groupe de celles qui ont eu un enfant ou qui sont en cours, enfin pour laquelle la grossesse est en cours et je trouve que c'est toujours hyper réjouissant aussi quand tu rajoutes des noms à la boucle. Je dis super, enfin c'est des bonnes nouvelles dont on se réjouit toutes. Donc ça c'est aussi c'est porteur et c'est des belles dynamiques, c'est des bonnes émotions quand même. C'est des belles émotions et ça je veux le préciser parce qu'en fait souvent on s'imagine, tu sais quand on est encore dans le parcours, on s'imagine quand même souvent que c'est bon, tout s'arrête une fois qu'on a le positif, on se dit ça y est enfin. Et en fait, c'est juste le début d'une autre aventure qui est tout aussi angoissante pour plein d'autres. C'est la suite, quoi. Mais c'est la suite. Et d'où le fait que j'ai créé ce groupe supplémentaire qui permet d'échanger au niveau de la grossesse, de poser les questions. C'est parfois des petites choses, c'est parfois des choses plus importantes, mais où on peut de nouveau déposer sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être, d'avoir des remarques ou quoi que ce soit, mais au contraire d'avoir l'avis de celles qui sont passées par là et qui vont pouvoir conseiller aussi à leur tour, tu vois. Donc il y a vraiment cette sororité qui continue au-delà du programme. Finalement, ça continue. Il y a des amitiés qui se créent dans la vraie vie et je trouve ça génial, quoi. C'est fantastique. Moi j'ai envoyé des couches, je sais plus si à Malo parce que c'était trop petit pour mon petit bonhomme et du coup et j'ai envoyé des sachets de conservation de lait maternel à Eugénie parce que moi j'avais arrêté d'allaiter et puis je sais qu'il y a Magali qui a envoyé des langes à je crois que c'est à Malo aussi peut-être. Enfin bref, on s'envoie des trucs. Moi je trouve ça super, quoi. C'est juste, mais incroyable, ce lien qui se crée, tu vois, de par cette communauté. Et finalement, tu vois, il y a vraiment quelque chose de merveilleux là-dedans, c'est qu'en fait, on se rencontre à un moment de difficulté. Et puis, c'est à ce moment-là. Commune. C'est ça qui est chouette. Voilà. Une difficulté commune qui se crée, qui nous unit. Et puis finalement, on part toutes dans plein de directions différentes, mais le lien, il est là, il est resté, il est construit et il continue à se développer. Et je trouve ça vraiment fantastique, même si on n'arrive pas au même moment et qu'on embarque dans l'aventure plus tard. Mais le lien, il est là en fait et il se fait, j'ai presque envie de dire instinctivement, avec les nouvelles aussi.
Et il peut pas s'oublier, ce lien-là. C'est un peu dans un autre registre. Moi qui ai vécu à l'étranger, les gens qu'on rencontre dans des moments un peu de vulnérabilité parce qu'on est loin de chez soi, un peu déracinés, et ben ces gens-là, on les oublie jamais. Et c'est peut-être des gens qu'on voit moins fréquemment parce qu'après chacun, comme tu dis, part de son côté, mais n'empêche qu'on fait tous des efforts pour se revoir de temps en temps parce que c'est des liens qu'on a créés à des moments, oui, plus de fragilité et je pense que ce sont des liens spéciaux. Donc je pense que oui, que ces liens qu'on tisse avec les filles parce que on est dans des difficultés d'une même nature. Même si après chacun va qu'à ses occupations, on vit toutes dans des régions différentes, en France, en Belgique. Je pense que je suis sûre que dans 5 ans ou dans 10 ans, je sais pas si je me connecterai aux sessions du lundi tous les mois, mais il y a quelque chose qui s'est tissé et c'est chouette. Ouais, je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que c'est vrai que toi, tu as eu cette facilité dans le sens où tu dis, bah, ok, moi j'ai une difficulté, j'ai pas de problème à aller demander de l'aide, peu importe le sujet finalement, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Il y a des personnes qui hésitent parce que on pense qu'on peut faire seul, parce que finalement ça nous vient même pas à l'idée aussi de demander de l'aide parfois dans certains cas, parce qu'on s'imagine pas que quelqu'un peut vraiment changer la donne, peut vraiment nous aider. Qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui hésite finalement à rejoindre le programme, qui est pas sûr, qui se demande finalement est-ce que ça en vaut vraiment la peine, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose, parce que je crois que la question elle est là aussi, tu vois. Après, je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne à un instant T. Moi, j'étais malheureuse. Donc il fallait que je demande de l'aide. Et je pense qu'il y a un moment où si on n'est pas, enfin, j'étais malheureuse. J'étais pas aussi bien dessous, mais je sentais bien que je pouvais être mieux. Donc, je trouve que le but du jeu dans la vie, c'est d'être heureux quand même. C'est pas d'avoir un enfant, hein, le but du jeu dans la vie. Le but du jeu dans la vie, c'est d'être heureux. Alors, pour certaines, c'est d'avoir des enfants, d'autres non. Mais donc, si pendant ce parcours-là, vous êtes malheureuse, faites-vous aider. Parce que le but du jeu, c'est de vivre à l'instant T. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple si, en regardant derrière vous ensuite, vous vous rendez compte que le parcours, il a été beaucoup plus léger et presque joyeux. Alors, il peut pas être joyeux tout le temps, mais autant rendre la vie plus douce, la vie la plus douce possible. Et le parcours, il aide à la rendre la plus douce possible. Et ça ne résout pas tout, mais ça adoucit le parcours, ça l'allège, je trouve, psychologiquement. Et je pense que si vous êtes en quête, enfin voilà, si vous avez besoin de plus de légèreté, de douceur, de bien-être, de bonheur, faut pas hésiter. J'adore. Je trouve que c'est vraiment super intéressant ce que tu dis, parce que quand je dis à celles qui nous rejoignent qu'en fait on peut être confronté à l'infertilité et heureuse, ça a l'air d'être quelque chose de complètement incompatible, alors qu'en fait ça l'est pas du tout. Non. C'est pas parce qu'il y a une sphère de vie dans laquelle il nous manque quelque chose qu'on peut pas s'épanouir en parallèle dans les autres sphères de vie. Et ça vient aussi un peu compenser quelque part ce manque. Et c'est ce qui va venir construire. Moi, je donne souvent des métaphores de construction, tu sais, mais en fait, quand on construit un immeuble, il n'y a pas qu'une seule pièce, sinon c'est pas un immeuble. Et c'est un petit peu l'idée, en fait, c'est de se dire que dans une maison, il y a plein de pièces et que on va ensemble construire toutes les autres pièces et s'assurer que toutes les autres pièces sont là aussi et qu'il n'y a pas juste la salle d'attente d'un enfant hypothétique à venir. Parce que si on ne fait que construire ça, en fait, on va pas construire grand chose et surtout, on va pas se sentir très bien dans cette seule et unique pièce, tu vois. Et puis en plus, cette pièce-là, si elle a pas de fondation solide, c'est pas non plus hyper intéressant pour la suite, quoi. Mais c'est un peu comme, je sais pas moi, la différence entre le chagrin et le malheur. On peut être heureux et avoir du chagrin, et je dis pas que c'est simple quand on a le désir d'avoir un enfant de gérer le manque. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas ça que, enfin, je pense pas. Enfin, c'est pas un synonyme de malheur pour autant. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir du chagrin, mais on peut être quand même bien dans sa peau et heureux et oui, et le terme de bien-être pour moi est hyper important. Et moi, c'est ça qui m'a fait aussi me rapprocher de toi, c'est de me dire mais en fait, je voudrais être mieux, je voudrais être plus heureuse. Même si j'entreprends ce parcours, je voudrais être plus heureuse et j'ai hyper bien fait.
Alors, je vais peut-être te poser une question, Cole, mais c'était quoi ton plus gros déclic? Pour pour te rejoindre? Quand tu nous as rejoints, quand tu as fait le programme, quand tu as avancé à mes côtés, c'est quoi l'élément où tu t'es dit, ah ouais, waouh, ça vraiment, c'est un truc que je vais appliquer, mais que je vais garder et que j'utiliserai peut-être aussi plus tard ou à tous les niveaux, j'en sais rien. Vraiment le déclic pour toi le plus important à propos de tes émotions, de ton parcours, de tout ça. Est-ce qu'il y a un élément où tu te dis, oh, ouais, ça a changé beaucoup de choses pour moi? Bah déjà, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est la projection. Je pense que se projeter, se projeter avec un enfant, moi, ça m'a vraiment aidé. Parce que je pense que pendant très longtemps, je m'étais dit que c'était pas forcément fait pour moi. Non, c'est pas vrai. Je m'étais interdite d'y penser, comme si j'avais mis un espèce de voile sur ce sujet. C'était peut-être aussi à une époque où j'étais célibataire, où je voyageais beaucoup, etc. Donc ce sujet-là, j'y pensais pas trop parce qu'il valait mieux pas que j'y pense. De toute façon, les circonstances autour de moi n'étaient pas propices à en avoir un. Donc je pense que j'ai très longtemps pas du tout réfléchi au sujet, ce qui fait que je m'étais jamais projetée, jamais, je crois. Et quand tu nous invitais dans le parcours de temps en temps à nous projetez-vous, si vous avez un enfant, qu'est-ce que vous feriez, etc. J'ai trouvé ça assez puissant comme exercice et je l'avais jamais fait. Et ça m'a vraiment aidé à me dire, bah en fait, c'est possible et puis c'est peut-être pour moi en plus et ça va être super. Enfin voilà, d'être dans une dynamique optimiste. Et puis après, il y a un deuxième élément que j'ai beaucoup aimé, c'est le nom du programme. Parce qu'en fait, il y a peut-être une quête d'enfant et c'est ce qui nous ramène peut-être, enfin c'est ce qui nous rassemble. Mais ça peut paraître un peu psychologie à deux balles ce que je veux dire, mais finalement c'est de soi dont on parle en tant qu'individu, quoi. Et ça, j'ai un peu essayé de témoigner l'autre jour quand je me suis connectée, mais finalement ça change rien. L'enfant il change pas qui on est. Et il change pas nos prises de tête, nos défauts, nos qualités. Enfin, il change absolument rien, quoi. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est aussi hyper important de se faire du bien à soi-même, de continuer à grandir, de continuer à se chercher si on est dans une phase d'introspection, de continuer à cultiver son petit jardin personnel. Parce que c'est le fondement de tout. Et si on n'est pas bien dans ses baskets, ben en fait, on pourra avoir 14 000 enfants derrière, on sera pas bien dans nos baskets. Et puis c'est comme ça. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette vision-là. Et je pense que c'est ce que tu prônes. Et je me suis vraiment reconnue là-dedans. Et encore aujourd'hui. Hein. Et ça, je te le dis souvent. Et c'est un travail de toute une vie finalement, mais ça m'a beaucoup séduite. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, finalement, il y a eu pas mal de conséquences autour, finalement, de ça. Alors toi, ça s'est ressenti au niveau professionnel, et c'est vrai qu'il y en a plein, finalement, qui sont dans ce parcours et qui, à un moment donné, me disent, mais en fait, je me rends compte que ce que je fais, ça me rend pas ou plus heureuse ou pas comme j'aimerais, et donc je veux le faire autrement. Et donc, j'assiste parfois à des réorientations professionnelles, mais vraiment à 360, enfin, vraiment un truc... Mais je trouve ça génial parce que ça montre que on apprend à se connaître et on comprend finalement qu'il y a des choses qu'on a faites parce que on devait les faire, c'était un petit peu ou fait parce que papa maman nous avait toujours montré que c'était cette voie-là qu'il fallait suivre, alors qu'en fait nous on avait envie de suivre une autre petite voie en fait. Et je trouve génial de voir que tout ce que j'explique au niveau de la fertilité, du désir d'enfant d'un point de vue émotionnel, des fois ça a des conséquences aussi, y compris professionnelles. Absolument. Je trouve ça juste fantastique de se dire, ouais, en fait, voilà, ça, j'ai compris et du coup, j'essaye d'être heureuse à tous les niveaux et pas juste au niveau de la fertilité parce que tu disais, oui, un enfant, ça va pas résoudre finalement ce qui émotionnellement est pas ok chez nous. J'ai même envie de dire, ça ne va faire qu'aggraver. Parce que, qu'en fait, quand on n'a pas encore d'enfant, on ne s'imagine pas la charge que ça peut représenter, la charge affective, émotionnelle, etc. Et c'est beaucoup à gérer, c'est beaucoup émotionnellement parce que on est quand même souvent dans l'angoisse de plein de choses, mais aussi on est dans la surcharge d'informations, surcharge de choses à faire, de choses à penser, etc., etc. Et donc si on n'est pas bien dans ses baskets,
ça complique évidemment et ça vient entacher la relation qu'on peut avoir à son enfant. Et je trouve ça dommage. Et ben on l'a toutes vu, hein, chez des personnes qui ont eu des enfants très facilement, qui n'ont pas eu finalement le temps ou l'occasion de reposer les bases. Quand ça nous arrive à nous, bah du coup on réagit pas tout à fait de la même manière parce qu'en fait on a travaillé autrement sur nous. Enfin, je sais pas si ça te parle, mais et puis mais après c'est pas grave, c'est pas grave au sens où il n'y a pas d'ordre pour faire les choses euh, et que bah peut-être que le fait d'avoir des difficultés à concevoir, ça pousse à réfléchir à soi un peu plus ou à certains sujets. Et ben pour celles qui n'ont pas ces difficultés, bon bah elles ont eu leurs enfants très tôt, enfin ou plus tôt, et puis tout s'est bien déroulé. Mais à un moment, les questionnements ils finissent par arriver d'une façon ou d'une autre. Et bah moi j'ai j'ai le cas de 2-3 amis autour de moi qui sont en train qui ont eu des enfants sans problème et qui depuis déjà quelques années et qui aujourd'hui se retrouvent un peu à la crise de la quarantaine, en train de se dire oh là là, mais en fait est-ce que j'avais vraiment envie de ci, est-ce que j'avais vraiment envie de ça, enfin de faire tout ce travail d'introspection qu'elles n'ont pas forcément eu l'opportunité de faire jusqu'à présent parce que tout était sur des rails et que tout se passait bien. Mais forcément, quand on est confronté à certaines difficultés, bah, ça invite davantage à réfléchir, à se dire, enfin, et c'est pas grave de le faire avant ou après. Enfin, finalement, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah, je pense que nous toutes dans le groupe, on a eu une difficulté qui nous a invités aussi à un peu plus à réfléchir je sais pas, à notre vie, à ce qu'on voulait, être un peu plus, oui, il y avait un pilote dans l'avion, quoi, et ça, je trouve que au final, c'est du temps de gagner pour la suite. bah moi je pars du principe que quitte à attendre pour mettre en place les choses, pour optimiser le corps, vraiment le préparer, etc. Ben utilisons cette attente finalement qui est nécessaire pour grandir à tous les niveaux en fait, que ce soit apporter des ressources à notre corps, mais que ce soit aussi apporter des ressources d'un point de vue émotionnel pour notre mental en fait. Donc c'est vraiment ça qui est important et c'est de se dire t'as raison, il n'y a pas d'ordre, mais à un moment donné ça arrive. Alors maintenant, autant profiter de cette période. Ouais, et puis c'est vrai que ce volet émotionnel, on n'est pas vraiment très invité à le travailler enfin je sais pas, en France en tout cas, même si je crois que j'ai cru comprendre que ça venait un peu dans l'éducation des enfants à l'école, etc. Mais les émotions, c'est quand même c'est un peu tabou, enfin tabou. On nous apprend pas trop à les écouter et puis on en fait l'expérience un peu en tant qu'adulte et parfois on se prend des claques dans la figure en se disant waouh, c'est quoi ce truc. Ah bah il faut essayer de décrypter, mais c'est pas l'école ou les études supérieures avec des échéances, des stages, des machins, ou le milieu professionnel qui nous apprend à décrypter tous ces trucs là. Donc je pense que c'est quand même un exercice hyper important à un moment à faire dans sa vie, et par la force des choses, je pense que quand on est confronté à l'infertilité, émotionnellement, c'est quand même pas simple à gérer, et ça oblige ça oblige dans le bon sens du terme, mais à aller décrypter un peu tout cet univers aussi, et de se dire bah tiens, si je ressens ça, c'est pourquoi est-ce que je suis toujours obligée de contrôler les choses, pourquoi est-ce que l'inconnu ou l'incertitude me fait autant vaciller, pourquoi est-ce que et tout ça, c'est des décryptages utiles pour tout le reste. C'est tellement vrai. Et puis tu sais, j'ai vraiment l'impression que les émotions socialement, elles sont admises dans une certaine limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, t'es joyeuse, ok, ça c'est admis. T'es un petit peu triste, bon, voilà, c'est admis, ça passe. T'es un petit peu pas contente, ok, c'est admis. Mais en fait, dès qu'on va sur des émotions un petit peu plus intenses, là c'est plus du tout admis d'un point de vue sociétal en fait, parce que dès que ça déborde un peu, et je veux dire même la joie, hein, si on a une joie qui est trop débordante, tu ne parles pas si fort, fais pas ci, fais pas ça, enfin voilà, on a vite tendance à mettre le couvercle en fait sur la casserole, tu vois, pour éviter que ça déborde, et en réalité ben les émotions elles sont là et parfois il faut que ça sorte, et du coup c'est vrai que on n'est pas habitué à la fois à les comprendre, à les identifier, à savoir ok mais en fait qu'est-ce que je ressens vraiment, parce que des émotions il y en a plein, et qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je m'autorise à ressentir? Comment ça se passe finalement? Et c'est vrai que ben, mon travail, il est là aussi, c'est de vous permettre d'identifier un peu tout ça, de faire le tri, de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à l'explorer, à voir ce que l'émotion, elle veut dire, et qu'on puisse justement comprendre qu'est-ce qui fait que ça amène. Et quand tu dis, bah oui, tiens, pourquoi je suis dans le cycle où j'ai besoin de ci, ou pourquoi j'ai besoin de ça, ben, le fait d'avoir compris, ça met en fait fin aussi au cercle vicieux dans lequel on était tombé. Absolument.
Donc ça se répète sans arrêt finalement, hein, même parfois dans des sphères complètement différentes, si tu vas dans les sphères différentes, mais on reproduit plus ou moins les mêmes schémas. Et une fois qu'on a compris la mécanique, bizarrement, c'est là que la magie opère et qu'on se dit « Ah, en fait, j'en suis sortie de ce schéma-là. » Absolument. Mais c'est de l'entraînement. C'est exactement ça, c'est de l'entraînement et pour ça, ouais, je crois qu'on a tous besoin d'un coach à certains moments. Et absolument. Je pense que sinon on se noie. Encore une fois, là, on est encore jugé parti et on a besoin que quelqu'un nous aide à nous extraire de ces spirales dont tu parles, parce que sinon, en fait, on continue à être dans la machine à laver sans trop comprendre ce qui nous arrive et puis on résout rien. Enfin, on résout rien. On continue à subir un peu la mécanique. J'aime bien cette image de machine à laver, mais tu sais vraiment d'essorage, quoi. Hein, tu sais, tu ressors de ce parcours en étant complètement chamboulé. Quand on t'a pas expliqué qu'il y avait d'autres modes de fonctionnement sur la machine, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à encaisser. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est toujours dans ce parcours? Si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à quelqu'un qui est comme toi il y a 2-3 ans avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais peut-être 2 choses. Donc évidemment qu'il faut y croire tout le temps. 3 choses. Donc de continuer de toujours y croire. Deuxième conseil que je donnerais, c'est de se lâcher un peu la grappe aussi parfois. Parce que entre les piqûres de machin qu'il faut faire, les conseils, tout le monde y va de son bon petit conseil. Tous les praticiens y vont aussi de leurs recommandations. Faut pas trop manger ci, faut pas trop manger ça. Et parfois, en fait, juste lâchez-vous la grappe parce que sinon le cerveau il explose. Et j'ai oublié ce que j'allais dire si. Et que heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, le troisième point, le conseil ou je sais pas si c'est conseil ou message, c'est que il y a un moment, c'est aussi, ça va un peu avec le deuxième de lâchez-vous la grappe. Il y a un moment où c'est aussi la vie et le mystère de la vie qui fait son job et qui intervient à ce moment-là. Et moi, au final, je saurais jamais pourquoi c'est le troisième transfert qui a fonctionné et pas les 2 premiers. Et en fait, j'aurais jamais, en bon cartésien que nous sommes, on a besoin d'avoir des réponses. Et en fait, moi, je saurais pas. Je sais pas. Et je sais pas pourquoi les 2 premiers ont pas fonctionné. Je sais pas pourquoi le troisième a fonctionné. Et peut-être que si, qu'on pourrait creuser, qu'on pourrait savoir. Mais à un moment, il y a cette part de mystère et de planètes qui s'alignent à un moment T et pas à un autre. Et c'est comme ça. Donc, lâchez-vous la grappe et faites confiance en la vie parce que elle fait son travail à notre insu, mais elle le fait. Et ça, c'est pas toujours simple à accepter. Nous qui sommes toujours dans l'action de suivre des protocoles, des machins, des trucs, il y a une part de ça. Vous pouvez rien faire. Vous n'avez pas d'emprise dessus. Ça se fait tout seul, quoi. Je sais pas si c'est de la magie, je sais pas si c'est un espèce de côté divin, mystique, je sais pas trop, mais. Moi, j'aime bien parler d'alignement de planètes, tu sais, dans mais moi, je trouve que c'est juste l'alignement des planètes, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et en même temps, tu vois, moi, ce que j'aime faire, parce que c'est pas évident, hein, t'as raison de dire, oui, on est dans des protocoles, on doit faire ci, on doit faire ça, donc c'est pas évident. Et moi, la première, je vous dis, il y a des choses à faire, on fait ci, on fait ça. Et en fait, par expérience, c'est plus facile à un moment donné, lâcher et te dire, ok, je fais confiance au processus, finalement, quand je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais en amont. Exactement. Et souvent, là où ça coince, c'est que on sent qu'on n'a pas exploré toutes les possibilités, on sent qu'on aurait pu faire un petit peu plus ou différemment aussi ou ça. Et à un moment donné, c'est de se dire, ok, maintenant qu'on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est là qu'on peut lâcher, en fait. Ouais. Et c'est là que ça devient plus facile. Et donc, pour celles qui n'y arrivent pas, je vous invite à réfléchir à, ok, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais en amont, tout ce qui était, j'ai envie de dire, sous ma possibilité d'intervention. Absolument. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisera absolument jamais. Jamais. Voilà, c'est comme ça. Mais dans ce qu'on peut contrôler, dans ce qu'on peut impacter, dans ce qu'on peut influencer, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait? Et si oui, alors c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lâcher
un petit peu plus la faire et faire confiance un petit peu plus au processus pour justement amener cet alignement de planète, parce que je te rejoins, je crois qu'il y a une part de magie aussi là-dedans, parce que c'est quand même magique de quand on voit finalement cette ovulation avec vraiment l'expulsion de l'ovocyte, quand on voit ça visuellement. Je sais pas pour celles qui nous écoutent si vous savez, mais il y a comme une sorte de petit éclair en fait qui apparaît au moment de cette ovulation. Il y a comme une charge électrique. Pareil au moment de la fécondation, quand vraiment le spermatozoïde féconde vraiment l'ovule. Pareil, il y a comme une sorte de petit éclair qui apparaît à ce moment-là. Enfin, c'est quand même juste magique de voir ça. Et je me dis, ben oui, il y a quand même toujours une partie aujourd'hui qu'on n'explique pas à 100%. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile d'être dans cette partie où maintenant je me sens en confiance parce que je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait en amont. Et après, j'ai plus facilement, tu vois. Non, mais c'est sûr. Je dis pas que tout n'est pas de la magie. Il y a quand même il y a une grosse part de choses à mettre en place, chacune de son côté. L'alimentation, l'activité physique, c'est quand même aussi hyper important. Enfin, tout ça évidemment. Mais ça, j'ai envie de dire, peut-être que en tout cas pour moi, ça c'était facile. Il y avait une règle du jeu à respecter. C'était facile de faire plus attention à pas manger trop de ci ou trop de ça, ou ça c'était en mon pouvoir et ça je pouvais le faire, donc ok. Mais pour moi la partie la plus difficile c'est d'accepter que je pouvais faire 80% du boulot mais que les derniers 20% c'était la magie, le mystère, la vie. Et ça je trouve que c'est difficile de se dire qu'on peut pas faire 100% du chemin. On peut aller jusqu'à un certain point, ce qui est déjà hyper important, et faites-le. Et les autres, c'est comme tu dis, c'est faire confiance, quoi. On a fait sa part du job, ce qui est déjà énorme, mais on pourra rien se reprocher, et le reste. Mais tu sais, ça me fait penser aussi bêtement à la relation amoureuse, en fait. Ah, exactement. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux pour que ça marche. Et d'ailleurs, on peut le voir autour de nous. Sur papier, il y a des couples qui ont tout pour être heureux et qui finalement pourtant ne le sont pas. Parce qu'il y a peut-être pas cette part de magie, tu vois. Et à l'inverse, t'en as d'autres où toutes les cases sont pas cochées, mais il y a une alchimie, il y a un truc, ça match, quoi, tu vois. Et je crois que c'est ça aussi finalement un petit peu le jeu de la vie, et ça peut s'appliquer à toutes les situations qu'on peut rencontrer finalement. Je crois qu'il y a une part de choses que oui, clairement, on contrôle. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une énorme part qu'on contrôle pas, ou un petit peu, et puis voilà, mais ça fait partie du jeu de la vie, et apprendre à accepter ça, j'ai presque envie de dire danser avec cette part d'incertitude. Absolument, c'est marrant, j'allais te dire le mot danser. Dans le couple, c'est une danse, quoi. Parfois il y en a un qui danse plus vite que l'autre plus lentement et tout, mais il y a quand même il y a un engrenage qui se crée, il y a un mode de fonctionnement à deux qui se crée. Là c'est un autre registre, mais c'est un peu pareil. On a fait sa part du jeu, son job, et puis l'autre part du jeu, c'est pas nous qui la faisons. Et ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut juste, c'est juste que c'est pas nous qui la faisons, quoi. C'est la vie qui vient à notre rencontre, ou je sais pas comment on peut le dire, mais il faut avoir confiance en ça, en la vie. Elle est belle quand même dans le fond. Ah, je trouve ça magnifique. C'est très joli de conclure sur ce côté très poétique, je trouve, d'avoir, tu vois, cette confiance en la vie. Et ouais, c'est un peu ça, en fait, c'est danser avec, j'ai presque envie de dire les potentialités, parce qu'en fait, on sait pas de quoi demain est fait. Donc, embrasser pleinement cette part d'incertitude, mais avec confiance, tu vois. Faire confiance que les choses seront belles et justes, et quoi qu'il se passe, voilà, d'être ok, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant c'est la vie qui va faire le job, parce que n'oublions pas que l'embryon, il a aussi son job à faire. Ouais. C'est vrai, c'est souvent on s'imagine, voilà, et c'est un truc que je vous réponds souvent à un moment donné, c'est qu'une fois que le transfert est fait, toi t'as fait le job, ton chéri a fait le job, maintenant c'est bébé qui va faire le job. Et c'est important aussi de se dire, ok, c'est un trio, hein. C'est un trio, et là on lâche et on accepte que voilà, maintenant j'ai fait ma part et c'est à bébé de faire le reste, quoi. Donc c'est aussi Et ça peut paraître tellement facile pour moi de dire ça aujourd'hui de ma position, mais au final, quand je vois le fiston que j'ai, je me rends compte que ça pouvait être que cet embryon-là, parce que il colle tellement à notre mode de vie, il est tellement plein de vitalité. Enfin, en fait, c'est super que ça a été lui et pas les deux autres. Et pourtant, mon Dieu, que j'ai pleuré quand les deux transferts précédents n'ont pas fonctionné, et que
et que je repense à certaines scènes de douleur, quoi. J'étais vraiment mal et en me disant enfin désespérée, enfin voilà, tout ce que tout le monde, j'imagine, a vécu et tout le monde se reconnaîtra là-dedans, mais a posteriori, je me dis, en fait, ça devait forcément être lui, c'est sûr. Et ok, c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui, mais n'empêche que je le pense, quand je le vois, je me dis, ça pouvait être que toi, mon grand. Et peut-être qu'il y en aura d'autres des enfants, j'en sais rien, mais n'empêche que là, tout de suite maintenant, je me dis, les deux d'avant, tant pis, c'était pas eux, enfin voilà, c'était une forme peut-être d'incompatibilité, j'en sais rien, mais lui, je le vois aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que c'était toi, ça pouvait être que toi. Ouais, je trouve ça juste extraordinaire de dire. C'est un peu cucu, c'était lui, mais j'aime bien. C'était lui, c'était la rencontre. Ouais, il est super, il nous va bien, ça marche bien, nous trois, c'est top. Ouais, je trouve ça génial. Je te souhaite évidemment que ça continue comme ça et que chaque journée soit remplie de rire et de soleil évidemment, parce que c'est un petit être qui vient illuminer des journées. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et les nuits aussi parfois un petit peu. Il faut aussi un peu. Mais au final, nous on s'est toujours dit avec mon compagnon que nous on était là avant lui, donc c'était à lui de s'adapter à nous. Mais mine de rien, c'est ça aussi. Nous, on s'est pas, pendant tout le parcours, on s'est jamais arrêté de faire quoi que ce soit. On est des grands voyageurs tous les deux et on n'a pas cessé on a reporté des transferts, on a des protocoles parce qu'on avait prévu des voyages et qu'il était hors de question que on les annule parce que si on les annulait, c'était aussi notre moteur, je sais pas, c'est notre passion qu'on mettait de côté et non, on avait besoin de se nourrir et de cette vitalité aussi pour avancer, pour continuer à se sentir vivant, à se retrouver à deux, à faire des choses qui nous plaisent, quoi. Donc on n'a jamais annulé, reporté le moindre voyage. On a jonglé entre, on mettait les protocoles, les transferts dans les trous du calendrier, quoi. Mais on n'a jamais rien annulé, jamais rien suspendu. On est parti dans des zones parfois à risque. On y est allé quand même. Alors ça, je pense que ça va en inspirer plus d'une qui ont du mal justement, tu vois, à planifier. Et j'en ai fait partie, donc si tu en fais partie, je ne te jette pas la pierre. J'étais comme ça aussi. Mais effectivement, moi, je pars du principe que tu peux pas donner à boire à quelqu'un si ta carafe à toi, elle est vide. Exactement. Et en fait, ces voyages-là, c'était ça pour vous deux. En fait, c'était des moments pour vous ressourcer, vous retrouver, faire le plein avant de repartir et de se relancer dans l'aventure. Ouais. Donc, et tu vois le transfert, le bon entre guillemets, il est arrivé 2 semaines après un retour. On est parti 10 jours en Tunisie sous le soleil à manger des bonnes oranges pleines de vitamine C, ça c'était super. Ou je sais pas, on a bien rigolé, on a fait un super beau voyage. Moi j'avais rechargé les batteries. Je sais pas, je voyais le protocole de retour avec beaucoup de légèreté parce qu'on s'était aéré l'esprit, c'est important. Des beaux spectacles aussi. Moi j'habite à Paris et on est assez adepte des sorties. On s'est jamais arrêté de faire tous ces trucs-là. C'est ce qui fait qu'on est quand même vivant et qu'on s'entretient en tant que personne. Sinon, ça veut dire aussi que notre vie elle se limite à celle de parents. Heureusement que c'est pas le cas parce que c'est génial les enfants, mais intellectuellement c'est quand même pas ça qui. Non, mais en fait, d'un autre style d'autres choses dans la vie que juste de faire des chatouilles et des bisous, quoi. Oui, il y a un moment où juste t'as besoin de parler à un adulte. De passer la journée. Et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour celles qui sont capables de ne faire que ça, vraiment, parce que moi, j'ai jamais pu. Autant, je pense avoir été, et je pense encore l'être aujourd'hui, être une maman plus que présente et dévouée et plus. Mais il y a un moment où j'ai juste besoin de faire des choses qui, moi, vont m'épanouir aussi, en fait. Et pas juste, effectivement, me contenter d'être présente et de faire des câlins et machin. Oui, ça occupe évidemment une grande partie des journées. Mais en même temps, il y a des moments où j'ai juste besoin d'être entourée d'adultes et de faire des choses qui vont, moi, me remplir. En fait, je peux pas donner ce que j'ai pas, donc si je suis pas remplie... Exactement. Voilà. Tu étais là avant ton fils, donc tu as encore besoin de te remplir des choses qui t'ont toujours rempli avant son arrivée. Oui, parce que tu l'as dit, je le répète souvent, mais en fait, l'enfant ne change pas qui tu es au fond. Non.
Et c'est important de bien te connaître pour savoir de quoi tu as besoin exactement. Et moi, par exemple, je sais que, ça va peut-être paraître bizarre, mais j'ai besoin de moments seuls. J'adore mon mari, j'adore mon fils. Moi aussi. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir des moments sans personne. Et c'est pas que je les aime pas, hein, mais j'ai juste besoin intellectuellement, j'ai un cerveau qui surchauffe. Et donc, j'ai besoin à certains moments, juste d'être moi avec moi-même, quoi. Alors, ça peut être 1 heure, hein, c'est pas, voilà, j'ai pas besoin de très longtemps. Mais le truc qui m'insupporte, c'est que si je suis dans la salle de bain, à la porte fermée, que toutes les 5 minutes, on vient toquer à la porte, c'est le truc qui m'insupporte au plus haut point parce que vraiment, c'est un moment que je vais utiliser comme un sas de décompression en fait. Et c'est important de se connaître. Et c'était le cas avant mon fils et c'était le cas après mon fils. Ce sera, je pense, toujours le cas parce que ça fait partie de moi et ça n'a rien à voir avec le fait de j'aime pas mon fils ou rien du tout. Mais c'est juste un mode de fonctionnement et quand on comprend ça, bah du coup on est vachement plus à l'écoute de ses besoins et du coup on peut redonner mais derrière 1000 fois plus que si on avait pas ça quoi. Absolument. Donc, j'ai envie de te faire un check virtuel. Mais oui, parce que c'est ça, en fait, tu vois, on va redonner 1000 fois plus derrière si on a eu ce petit sas de décompression à un moment ou un autre, et peu importe le besoin, peu importe l'envie, qu'est-ce dont on a besoin finalement, mais c'est ça, en fait, c'est une meilleure compréhension de soi. Absolument. Bah voilà, t'as tout dit. J'adore, c'est trop bien. Merci beaucoup en tout cas Elena d'avoir été là avec moi aujourd'hui, c'était un vrai plaisir. Je pense que t'as redonné beaucoup d'espoir à celles qui nous écoutent, tu vois, et probablement aussi apporter une autre façon de voir les choses, le protocole, une autre vision par rapport à soi et au voyage, et je trouve ça extraordinaire. Donc c'était très précieux de t'avoir sur cet épisode. Merci beaucoup. Eh ben merci Mia, merci à toi pour tout ce que tu fais pour cette communauté. C'est très 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 précieux et je pense que on est toutes d'accord pour te le dire, donc enfin pour le dire, et donc s'il y a besoin d'autres coups de pouce quels qu'ils soient, tu sais où me trouver. Et puis voilà, pour celles qui sont dans la communauté, vous savez aussi où me trouver si besoin, et pour celles qui écoutent l'épisode qui ne font pas encore partie voilà, de ce coaching, c'est un endroit où vous serez les bienvenus et vous vous sentirez très bien. Donc, si vous avez la moindre hésitation, je pense qu'il faut sauter le pas, vous ne regretterez pas. Ouais, je pense que c'est Marion qui disait que c'était un cocon, en fait. Exactement. Et ouais, je trouve que ça illustre une jolie bulle. Une jolie bulle. J'adore, génial. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, comme toujours, prends soin de toi. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.